Un vrai nomade. Fallait quand même que je mette une plage, c'est un peu plus sexy que la call room du coworking. Moi, tu vois, moi, je me contente d'une vieille cuisine un peu triste. Euh, mais c'est parce que j'ai pas un Ouais. super MacBook Pro qui permet de faire tous ces effets visuels. Je peux faire un peu à l'ancienne. Ah, je pense pas qu'il faille une super truc pour mettre une image, mais C'est vrai. Comment va la vie de nomade? écoute, ça va bien. Je suis passé du côté espagnol, je suis maintenant à Saint-Sébastien. Ah, déjà, ok, ok. La Donc, France, c'était quelques jours. la France, c'était quelques jours, c'était un tout petit arrêt. Bon, tout va être des petits arrêts en fait. Parce que Saint-Sébastien, j'y reste moins d'une semaine, là. Ok. Mais non, très content de remettre mon espagnol en utilisation. Ça marche plus ou moins bien, mais ça fait plaisir. Et je connais pas du tout cette ville. Enfin, donc, c'est un truc un peu digital nomade ou pas du tout? Non, pas du tout. Il me semble que c'est la deuxième ville dans le Pays Basque espagnol, la plus grosse, c'est Bilbao. Et il me semble que la deuxième, c'est Saint-Sébastien. C'est une ville qui fait très. Enfin, vraiment des boulevards avec des rues carrées et des hôtels, je dirais pas haussmanniens, mais potentiellement, enfin, des trucs assez jolis. Donc, ça fait un peu grande ville. Je sais pas à quel point c'est grand, mais ça donne l'impression d'être une grande ville. Ce qui change pas mal de Biarritz, qui donne l'impression d'être une ville de vacances, quoi. Ouais. Là, je suis passé d'un environnement où j'ai l'impression que tout le monde était en vacances et tout le monde passait son temps à la plage. Mhm. Là, on a des vrais businessmen. Et puis, quelle est ton intuition? Tu vas adorer ce style de vie ou au contraire, ça t'inquiète déjà un petit peu? Bah, alors, je suis qu'au début, donc là, je suis passé par exemple sur un autre mode de voyage où là, avant, j'étais dans cet espace où on avait à la fois cette espèce d'hôtel qui a aussi des espaces de coworking. Donc, tout était au même endroit, super, pas loin de la plage, enfin, vraiment tout au même endroit, super bien. Là, c'est un peu plus funky. Là, je suis dans une auberge de jeunesse avec un Ah, abonnement à un coworking la journée. Donc, déjà, ça change pas mal l'ambiance. Donc, je suis à peine à la deuxième étape et déjà, je vois que c'est très différent. Euh, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ces changements rapides. Euh, Après, voilà, je sais que je pense que ça me plairait de me poser un petit peu plus longtemps quelque part. Je vais voir comment ça se passe au Portugal. Je sais que j'ai une deadline pour rentrer parce que j'ai des trucs à faire ici, donc je vais pas pouvoir me poser non plus quelques mois, mais potentiellement je reviendrai pour profiter un peu plus. joli, joli. Moi, je suis à Turin pour encore quelques semaines et j'adore vraiment. Je crois Mhm. que c'est de toutes les villes que j'ai visitées jusqu'à présent, c'est là où je me sens le mieux. C'est comme tu dis, comme ça, Ouais. ville carrée aussi à l'espagnol, enfin du coup, ville romaine du coup. Et suffisamment grand pour que tu ailles de tout. Donc, tu as tes écoles de salsa, de danse, tu as quelques bars, tu as une vie de ville, mais c'est pas trop grand pour que ce soit trop comme Milan ou Londres. Euh, et du coup, tu peux tout faire à pied ou en vélo. Tu as une rivière, donc tu as aussi l'aspect un peu aquatique qui me manquait un peu à Vienne. Et ouais, enfin, après Varsovie, maintenant, la nouvelle ville où j'aurais envie de m'établir si un jour la question se pose. Seul problème, c'est la qualité de l'air. Ils ont des usines et tu sens l'air est pas un peu désagréable. Bon, enfin, Ouais, j'ai entendu que des bons retours sur Turin. ah bah, je Donc, recommande. Je recommande. j'y passerai un jour. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Écoute, je pense qu'un gros sujet dans les startups pour ce début, c'est la formation d'une équipe, le recrutement, la gestion d'une équipe, qui recruter, où, comment. Je dis ça parce que en ce moment là, je coach une startup en Suisse et c'est aussi un de leurs sujets principaux. Euh, mais donc je pense qu'on peut parler de ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire Il y a un million, à ce million sujet. de choses à dire. Par où on commence? Bah, alors peut-être prenons comme framework cette startup que tu coaches ou comment toi t'approches ça avec eux. Euh, ouais. Ouais. Alors moi, je leur fais des suggestions. C'est vrai que une question donc on va pas mal aborder dans les choix qu'on peut faire à ce niveau, c'est notamment est-ce que tu recrutes en Suisse? Ouais.
ou est-ce que tu recrutes à l'étranger? Euh, je pense que ça peut être intéressant de commencer par parler de nos expériences. Moi qui ai un petit peu essayé tout, mais notamment recruté du côté suisse, toi qui m'a un peu initié au recrutement international. Euh, je te propose de commencer. Je suis pas sûr que tu aies jamais recruté en Suisse. Alors, pourquoi tu es parti un petit peu dans cette idée de recrutement international et comment ça s'est passé pour toi? Ouais, la toute première fois que j'ai recruté quelqu'un, c'était vraiment à 16 ans et c'était une agence de développement en Inde. Donc, c'est le cliché absolu que je pense que pas mal de gens qui vont créer des startups vont passer par là. Donc, je le mentionne quand même. Et puis, bah, c'est clair que le gros truc, c'est des prix complètement différents. Je me rappelle, il m'avait fait une offre pour développer une application web basique pour 800 euros. Et du coup, là, évidemment, incroyable. Et tu réalises après coup qu'il y a plein de problèmes qui viennent avec ça. Mais de manière générale, je pense que quand tu n'es pas une startup qui a levé des fonds à San Francisco et qui a beaucoup d'argent, il y a quelque chose de extrêmement utile de pouvoir dire, OK, en fait, un truc qui me coûterait 100 000 en Suisse, en Europe, pourrait me coûter 10 000 si c'est fait quelque part d'autre. Euh, et ensuite, il y a les risques de qualité. Mais donc, ça a jamais été en fait un choix. Ça, pour moi, ça a toujours été juste, bah, j'ai juste pas l'argent. Et si je veux développer quelque chose, la seule option, c'est d'aller quelque part d'autre. Et puis ensuite, tu t'améliores à ce jeu. Tu réalises comment trouver des bonnes personnes, qu'est-ce qui, ouais, comment repérer les indices que ces développeurs sont bien, sont pas bien. Et puis aussi trouver des manières de travailler ensemble. Là, maintenant, je travaille à mi-temps pour une boîte qui est 100% à distance et je suis choqué à quel point ils sont mauvais à gérer la culture d'entreprise à distance. Parce que c'est quand même très différent. Il y a beaucoup moins de communication. Il faut faire attention à ce que les gens comprennent, se sentent intégrés. Euh, et donc, c'est aussi tout un apprentissage. Mais ouais, donc je dirais, facteur principal, ça a été le coût. Et chacune discussion qu'on avait eu les deux, c'était sur l'aspect un peu esprit d'équipe. Et je suis assez convaincu qu'on peut réussir ça très très bien à distance aussi. Tout en sachant que je pense qu'il faut effectivement se voir de temps en temps. Je pense en tout cas une fois par année que toute l'équipe se retrouve. Et c'est ce que j'essaie moi de faire du coup avec ma petite équipe de personnes. Ouais, je pense que c'est une approche que j'aime beaucoup en termes de rapport prix-qualité. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que la question après de comment tu gères l'équipe une fois qu'elle est là, elle est intéressante. On va pouvoir en reparler Ouais. des équipes à distance comparées aux équipes en présentiel. Euh, écoute, moi, c'est un peu pareil que toi. Ça a été très lié à l'argent que j'avais à disposition et au coût. Donc, moi, j'ai commencé par recruter des gens en Suisse et ensuite, j'ai recruté des gens à l'international. Et pourquoi j'ai pu faire ça? C'est parce que j'ai réuni une somme d'argent quand j'ai créé la société en Suisse, euh, ce qui m'a permis de payer des gens en Suisse. Donc, en fait, j'étais dans cette situation où j'avais de l'argent. Euh, et donc, je pouvais me permettre de payer des gens en Suisse. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'avais plus d'argent. Et donc, je pouvais plus me permettre de payer des gens en Suisse. Euh, et donc, dans ce cas-là, je suis retombé dans la situation de toi. En fait, il n'y a pas trop de choix. Du coup, tu recrutes à l'étranger. Et pour moi, ça a été aussi, pour l'instant, ça se passe bien. Des bons recrutements à l'étranger. Alors, effectivement, le côté esprit d'équipe est assez difficile enfin, c'est très différent. Le côté gérer une équipe à l'étranger. Mais au final, ce qu'on dit, c'est que l'argument du coût, il surpasse tous les autres, en fait, Ouais. dans une situation où, effectivement, t'as pas fait une levée de fonds à San Francisco. Après, il y a une troisième solution que nous, on n'a pas suivie parce qu'on est des solo founders. Mais en tout cas, c'est ce que je vois avec cette startup suisse. Et en fait, quand tu commences un projet, le choix, il est là aussi. C'est simplement d'avoir une équipe de fondateurs qui est un peu plus grande. Ouais. Et dans les fondateurs, d'avoir toutes les compétences qui vont être utiles pour le projet. Donc, d'avoir les développeurs, d'avoir tous les gens comme ça. Et en fait, de se débrouiller avec
l'équipe des fondateurs qui n'ont pas besoin d'être payés au début, qui font Ouais. ça pour la motivation. Donc ça peut être une bonne option aussi. Ça, c'est vrai que moi, j'ai pas l'expérience là-dedans. On pourra en reparler peut-être plus tard dans notre épisode de solo founder versus une équipe. Je pense qu'il y a aussi plein de choses à dire, mais ouais, tu penses quoi, toi, de cette solution? Si tu devais conseiller une jeune startup qui vient de commencer un projet. Ouais, c'est intéressant. Bah, j'ai jamais été, enfin, disons, j'ai été co-founder pour faire semblant avec mon premier projet là, avec ce mec en Égypte. On était officiellement co-founders, mais en pratique, c'était moi qui gérais quand même la plupart des choses. Euh, Ouais, et du coup, j'ai pas l'expérience empirique bah, on connaît toutes les success stories de startups qui sont faites par deux co-founders qui ont une super dynamique, qui sont super bien, qui bossent super bien ensemble. Euh, et donc, ouais, j'arrive à imaginer que ça peut être bien, mais c'est vrai que j'ai pas l'expérience pour dire moi-même, moi, je recommanderais vraiment ça. Alors qu'autant être solo founder, moi, j'ai toujours adoré et je trouve que euh, ouais, ça crée plein de bons incentives et t'as pas toutes ces dynamiques de est-ce que l'un travaille plus que l'autre, etc. Hmm. Euh, Enfin, parce que les rôles sont bien établis, quoi. Euh, et puis, pour l'histoire de recruter en Suisse, tu vois, je me disais, si moi, c'était pas une question d'argent, est-ce que j'aurais recruté en Suisse? Et probablement pas non plus. Et bah, c'est un peu la situation que tu vas avoir toi maintenant après avoir levé des fonds. Est-ce que maintenant que tu aurais à nouveau l'argent de recruter dans des pays chers, entre guillemets, est-ce que tu vas le faire? Parce que s'il y a quelqu'un de super compétent à un dixième du prix, je comprends pas l'argument de dire bah, j'embauche quand même en France ou en Suisse, euh, à moins que ce Ouais, soit alors il y a pour le toujours fait d'être dans le bureau ensemble, même. ouais, voilà. Alors il y a toujours la question du prix qui est là, hein. Même si d'un coup on a levé de l'argent, on a des fonds. J'ai fait l'expérience de voilà, voir cet argent se réduire très rapidement et au final se retrouver dans une autre situation en quelques mois, en un an. Donc, en fait, la question du prix, pour moi, elle est toujours centrale. C'est juste qu'on a, même si on a des fonds, on n'a pas vraiment les moyens de payer des gens en Suisse. Après, si j'avais, voilà, si maintenant, on part du principe qu'il y a plus de revenus, il y a peut-être encore plus de fonds, euh, et que cette question, c'est plus un problème. Comme tu le dis, moi, j'aime beaucoup cette idée d'avoir une équipe qui est réunie au même endroit. Parce que donc, quand j'avais ces personnes en Suisse, malgré le fait que financièrement, ça ne jouait pas du tout, euh, du coup, j'ai testé un petit peu cet effet équipe dans un même bureau ou équipe à distance. Et il y a quand même pas photo, quand tout le monde est au même endroit, il y a une synergie qui émet un peu de là, en termes au niveau de l'échange des idées et tout ça, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais bien retrouver un jour. Euh, Explique un peu plus et ça, parce que, aussi, ouais, pardon, vas-y. mhm. Et c'est lié en fait aussi au small talk et en fait, au développement de la relation entre les personnes, qui effectivement est plus dur à faire dans une relation à distance. Pour moi, du coup, quand tu as une équipe à distance, tu vas fixer des zooms, tu vas fixer des appels. Mhm. euh, et souvent, les appels, ils vont être assez droits au but parce que personne aime vraiment les appels, personne aime vraiment passer du temps devant un écran au lieu de bosser. Euh, donc, les appels vont souvent être assez concentrés sur le boulot. Et j'ai trouvé assez difficile de créer des relations un petit peu extra boulot à distance. Donc d'où c'est effectivement ce que tu disais que c'est important quand même de voir les gens de temps en temps parce que c'est là j'ai fait l'expérience effectivement des personnes avec qui je bossais principalement à distance quand on s'est rencontrés pour la première fois. Direct notre relation elle a complètement changé Ouais. et c'était super agréable de connaître la personne au-delà d'un écran. Mais ce que je disais par cet échange des idées, c'est justement de ne pas être contraint à un Zoom par jour, un Zoom par semaine, un appel. Euh, c'est que d'un coup, s'il y a un problème, alors il y a Slack, enfin, voilà, il y a les applis de messagerie qui font un peu ça, mais cet échange d'idées rapide de ah, au fait, et une discussion spontanée qui va sortir, qui n'était pas prévue.
mais une discussion spontanée qui va donner lieu à des idées ou aider à ce que tout le monde se rappelle un petit peu de quelque chose. Voilà, ça, c'est un peu ce sentiment que j'ai, que je trouve qui peut arriver un peu avec les applis de messagerie, mais les applis de messagerie, c'est un peu pareil. Elles vont être souvent réduites, enfin, c'est réduit, les conversations sont réduites à l'essentiel. Donc voilà, ça c'est un peu pourquoi j'aimerais bien dans le futur revenir, moi, personnellement, à un modèle avec des gens qui bossent ensemble. Mais c'est au détriment du coût qui, pour l'instant, on ne peut pas le supporter, quoi. Ouais. Parce que pour avoir vécu vraiment les deux à plusieurs reprises, donc vraiment dans plusieurs startups où j'étais dans des bureaux et à d'autres où c'était complètement à distance, et puis même nous deux, hein, on a eu cette période aussi bureau, puis aussi distance. Je préfère quand même de loin l'ambiance à distance, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut ensuite, on purpose, se dire, et ça doit dépendre de la structure, de dire non, une fois par jour, on a nos 45 minutes d'appel qui sont des appels de small talk. Et du coup, c'est ce truc un peu bizarre où on sait, OK, il faut s'habituer au fait que voilà, on a un Zoom où on va juste pas aller droit au but, on va juste parler de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et là, je suis tellement ravi aujourd'hui avec ma boîte, on a vraiment réussi ça. Genre, quand on a nos appels, on a 2 appels par semaine d'1 heure. Vraiment, les 30 premières minutes, ça va parler de ah, il y a un chat qui est dans notre maison depuis quelques jours, on ne sait plus quoi faire avec, ou des trucs comme ça. Euh, et du coup, tu crées vraiment cette relation, ce small talk. Alors que dans la boîte pour laquelle je bosse maintenant en tant que chef de projet, à chaque fois j'essaye, je suis là. Alors, comment s'est passé votre week-end? Et on me répond juste oui, très bien. D'accord. Et un peu plus comme ça. Donc, c'est aussi un truc où il faut un peu que les gens apprennent. Ils doivent rentrer dans le. Ouais. Ouais, ouais, je pense que tu as plus d'expérience avec ça, effectivement. La manière dont on parle, je pense que ça peut marcher aussi, mais comme tu dis, je pense qu'il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. C'est vrai que moi, j'avais un Et petit t'as peu l'impression essayé que de c'est un faire truc ça que les gens aussi peuvent avec. pas apprendre? Enfin, parce que j'ai l'impression que c'est juste une question d'habitude, non? Je vais fermer parce qu'il y a un chien qui fait du bruit. Euh, c'est une question d'habitude, ouais. Euh, mais je pense que tout le monde peut apprendre, mais il y a des personnes qui sont moins confortables avec ça Ouais. que d'autres. Donc, Par exemple, je faire ne des sais pas appels Zoom si. sans vidéo, par exemple, ça me sidère les gens qui font ça. Parce que c'est encore, c'est Ouais, super. ouais. Alors, moi aussi, un autre problème, c'est que certaines personnes avec qui je bosse sont dans des pays avec un accès Internet assez limité, et les appels sont juste pas possibles. Voilà, ouais, mais bon, ça c'est vraiment du coup un autre problème. Et ça serait presque pour moi un critère. Tu peux pas avoir une bonne relation à distance si tu n'arrives pas à faire des appels vidéo de bonne qualité. Ouais, Ça ne marche pas comme ça. ouais. Mais donc, ouais, donc le recrutement en Suisse, pour moi, ou d'ailleurs dans un autre pays européen, bon, dans d'autres pays européens, c'est quand même moins difficile d'embaucher quelqu'un localement. Vraiment, en Suisse, il y a vraiment un développeur en Suisse, il y a vraiment une différence, je trouve, avec les autres pays. C'est vrai qu'on parle principalement d'ailleurs d'embaucher des gens du côté développement. Euh, Ouais. il y a d'autres profils où je pense que c'est différent aussi. Euh, mais donc le recrutement en Suisse, de toute façon, pour un projet, pour une jeune start-up, il est pas envisageable. Donc la vraie question pour moi, c'est est-ce que tu essaies de faire rentrer des personnes en Suisse comme cofondateurs et cofondatrices ou est-ce que tu embauches à l'étranger? Et là, du coup, comme tu disais, je pense que chaque solution vient avec ses problèmes et ses Ouais. inconvénients. Euh, Au final, on a tous les deux assez peu d'expérience avec le côté cofondateur, euh, mais on connaît très bien les risques et les problèmes. Euh, donc, moi, par exemple, la startup que je supervise, pour l'instant, ils partent plutôt du côté équipe de cofondateurs, Mhm. en faisant rentrer pas mal de gens dans l'équipe. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Bon, ça, c'est toujours difficile, hein, quand tu commences à avoir beaucoup de monde dans l'équipe Mhm. de cofondateurs. Je me rappelle d'une startup en Suisse avec qui on avait évolué, qui était une startup issue d'un projet d'université, et ils étaient, je crois, 8 ou 10 fondateurs et cofondatrices. Là, tu te dis, ah, ouais, ah, ça doit être marrant, alors. Ouais, là, ça crée des dynamiques intéressantes. Prochain Et sujet que je serais curieux d'aborder, c'est du coup recrutement plus en détail. Qu'est-ce qu'on a appris de comment recruter des gens? Ouais, parce que
OK, à faire une annonce en ligne, c'est facile, et ça, je pense que tout le monde y arrive, mais ensuite, tu reçois ces 10 ou 100 ou 1000 messages. Comment tu sélectionnes? Quels ont été les processus que toi, tu as appliqués, ou moi? Et ouais, qu'est-ce qu'on a appris à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur comment bien recruter des gens? Ouais, alors moi, ça va être rapide. S'il y a un truc que j'ai l'impression de toujours pas avoir compris, c'est le recrutement. Je suis passé à travers beaucoup de recrutements et, euh, et ouais, euh, très rarement, enfin, il y a toujours des problèmes et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, mais j'ai pas encore. En fait, le problème, c'est que après le recrutement, il y a le management et comment tu gères la personne que tu as recrutée, comment tu fais les feedbacks et tout. Et les deux choses sont tellement liées que je ne sais pas encore si j'ai pas compris quelque chose au niveau du recrutement ou au niveau du management. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours été dans cette situation où j'ai cherché des recrutements, disons, efficaces en ne pouvant pas recruter des gens seniors, en allant toujours vers des personnes assez jeunes et assez juniors dans les postes euh, pour des questions de coût. Euh, un autre problème d'ailleurs qui est là si tu embauches en Suisse, hein, c'est que tu vas souvent du coup être encore plus limité et ne pas pouvoir payer des gens plus expérimentés. Euh, mais pour moi, le recrutement est super difficile et c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment complètement cerné. Donc, sur l'aspect vraiment recrutement pur, je suis passé par beaucoup de canaux différents, du bouche à oreille à l'annonce sur les sites internet et tout. Et de manière générale, Internet, c'est quand même le moyen principal. Moi, j'ai utilisé LinkedIn pas mal. Mhm. LinkedIn, ça reste une ressource énorme en termes de recrutement. Et je suis passé sinon par des sites de recrutement, de freelance, des choses comme ça, pour des gens plus internationaux. Donc souvent, j'utilisais LinkedIn quand je voulais recruter quelqu'un à un endroit précis et des sites de freelance pour recruter quelqu'un en remote, en fait. Euh, et bah, je vais faire une pause pour te laisser toi partager ton expérience et comme ça je peux rebondir dessus. Toi, je sais que c'est un peu toi qui m'as initié au recrutement côté site de Ouais, freelance. ouais, ouais. Non, parce que le recrutement, ça, c'est un truc que j'ai l'impression de maîtriser assez bien, et où c'est aussi un processus où je prends beaucoup de plaisir. Je pense que la première grosse leçon, c'est de virer extrêmement vite. Et je pense qu'on peut aussi encore discuter de comment virer les gens, mais euh, le coût d'avoir une mauvaise personne dans la boîte est énorme. Et que tu as bien meilleur temps d'être seul que mal accompagné, comme on dit. Euh, et là, par exemple, j'ai cet exemple cet été où j'ai une connaissance qui a voulu faire un stage pour finir son bachelor, qui avait besoin d'un stage. Et il se trouvait que je l'avais vu développer, et puis que je trouvais que c'était une personne enfin, je voyais qu'elle avait des bonnes compétences de programmation. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, je cherche un stage, 2, 3 mois, je peux programmer gratuitement pour toi. Et j'étais, ah, bon, bah, ça m'a l'air d'être un plutôt bon deal. Et donc, j'ai accepté. Euh, et c'était très, très vite clair que ça ne jouait pas. Et c'est des trucs tout cons du genre, je lui donne une tâche, il me dit, ouais, je la finis vendredi. Et vendredi, il me dit rien. Lundi, je lui envoie un message, où est-ce qu'on en est avec la tâche? Et mardi, il me répond, ah, il me faut encore 2 jours. Et ça, c'est déjà pour moi un énorme red flag où je suis là, ok, bah, on a un gros problème de communication. Et si ça arrive une fois, pas de souci. Puis je lui ai dit, la prochaine fois, il faut que tu me dises, enfin, si tu me dis que tu as fini vendredi, que vendredi, tu n'as pas fini, c'est pas un souci, mais il faut que tu me dises, vendredi, j'ai pas fini, je finis un jour X. Et on a eu ça 2, 3 fois. Et donc là, déjà pour moi, après 2 semaines, s'il y avait une dynamique financière et qu'il y avait une rémunération, j'aurais déjà dit, on arrête. Clairement, ça ne joue pas. Euh, et c'était pas que ça, il y avait encore juste même d'autres soucis, mais même juste des soucis plus fins comme ça. C'était même pas tant que ça vraiment dans la programmation. Euh, et donc, ça, c'est le premier truc. C'est complètement OK de faire une erreur en disant OK, je te donne une chance, et ensuite de réaliser que ça va pas. Mais là, il faut pas prendre sur soi et se dire la personne va s'améliorer comme ça, et dire non, non. Alors, si on a un mauvais feeling, on arrête tout de suite. Euh, et ensuite, je pense les processus de recrutement
standard, comme ça veut dire, moi, ce que je fais toujours, c'est une tâche, enfin, juste vérifier que tu as les compétences de faire ce que tu me promets. Et ton bachelor ou ton master ne m'intéresse pas, mais si c'est la prog, bah, je vais te demander, voilà, fais-moi ça. Ou si c'est un design, je vais te demander de redesigner quelque chose euh, pour avoir une idée de tes compétences. Si c'est du bouche à oreille et que je sais déjà que tu as les compétences, bah, on peut évidemment sauter cette étape. Euh, et ensuite, c'est direct en pratique. On se donne 1, 2 semaines. Et au bout de ça, on sent très vite si ça joue ou pas. Euh, Ouais, enfin, et puis en Ouais, termes de recrutement, ouais, aussi souvent des plateformes de freelance à nouveau. J'adore freelancer.com où tu peux créer ces contests, comme on a déjà discuté, où tu peux créer une tâche, tu n'as pas besoin d'écouter les promesses des gens, les gens te disent directement, enfin, tu dis, voilà, fais-moi ce design. Tu as 100 personnes qui vont tomber un design, tu prends les 3 designs que tu trouves intéressants et tu continues avec ces gens-là. Et du coup, tu les payes pour participer à ton processus de recrutement. Du coup, ça crée des bons incentives pour tout le monde. ouais. Alors c'est intéressant parce que moi justement la problématique de justement d'évaluer quelqu'un que tu viens de recruter, de savoir si c'était un bon recrutement ou pas, si tu dois laisser partir cette personne ou si tu dois essayer de, fait- de l'améliorer en quelque sorte. C'est justement pourquoi je trouve que le recrutement est difficile. Et moi, je me suis trouvé plein de fois dans cette situation. euh, et souvent, je me disais non, mais c'est que je ne dois pas donner les bonnes instructions. C'est que la personne est habituée à autre chose. Il faut que je comprenne Ouais, comment j'ai l'impression que communiquer dans et ton tout. cas, il y a aussi vraiment l'aspect où tu as eu extrêmement peu de chance et où tu n'as pas la baseline d'un super employé euh, contre lequel tu peux comparer tous les nouveaux venus. Et du coup, effectivement, moi, j'ai ce Ouais. problème, enfin j'ai cette une personne qui est incroyable et du coup, n'importe qui débarque, je suis là genre, ouf, ok. Alors c'est vrai, ouais, complètement. Et je pense que c'est parce que je suis pas assez allé vers. Peut-être que je teste plus des gens seniors. C'est vrai que j'ai recruté en ayant plusieurs focus différents. J'ai commencé en mettant vraiment l'accent sur la personne, la personnalité. Est-ce que je sentais qu'il y avait une bonne alchimie? Et, euh, et en fait, après, bah oui, il y avait une bonne alchimie, mais les compétences, elles n'étaient pas là. Mhm. Euh, Après, j'ai recruté en se focalisant sur les compétences, mais en fait, les compétences n'étaient toujours pas là. Donc, j'ai voilà, ouais, effectivement, j'ai pas cette baseline de la personne incroyable où je me suis dit là, ça y est, enfin, c'est clair quoi. Par contre, quelque chose qui, je sais pas si ça me pénalise ou pas, c'est que je compare souvent par rapport à moi en fait. Si je recrute un développeur, étant moi-même un développeur, euh, je veux recruter quelqu'un qui soit au minimum à mon niveau, Bah oui. idéalement meilleur à faire ça. Et c'est vrai que j'ai discuté de ça avec un ami qui bosse chez Uber. Lui gère des développeurs et, euh, et il me disait non, moi, je pense que il faut que tu trouves quelqu'un qui soit à 70% de ton niveau et à 70% pour le public suisse. Et c'est vrai que c'est deux visions qui se défendent, je trouve. Dans un sens, si tu es un senior développeur qui doit recruter des juniors pour t'aider, tu peux pas trop attendre qu'ils soient meilleurs que Ok, toi. ouais. Euh, mais voilà, quand tu es un startup founder et que tu veux déléguer quelque chose à quelqu'un, ouais, en général, tu espères que cette personne, elle va, tu peux lui faire confiance les yeux fermés sur cet aspect-là, quoi. Et je Donc moi, pense c'est que c'est c'est ça le problème que j'ai eu. bonne approche, ouais. Enfin, c'est une toute autre dynamique si tu recrutes justement pour une énorme boîte et que tu cherches des juniors parce qu'eux aussi ils forment des gens à long terme, etc. Nous, on a besoin de gens qui Ouais, commencent jour 1, qui sont capables de faire les choses bien. Euh, ouais, L'autre truc aussi, c'est que, en tout cas, moi, j'avais tendance à pas faire suffisamment confiance à mes standards. Donc, en programmation, typiquement, je verrais quelqu'un d'autre coder. Et cette personne avait sur le papier plus d'expérience que moi. Et du coup, je dirais, bon, bah, elle doit savoir ce qu'elle fait. Je comprends rien au code, mais ça doit être très intelligent. Et avec le temps, j'ai souvent réalisé que non, c'est juste cette personne a mal codé. C'est genre, si c'est compliqué et pas clair, c'est que c'est juste mal codé. Et que là, j'ai cette dynamique, par exemple, dans cette boîte pour laquelle je bosse, où je gère un développeur qui, je trouve, qui développe pas bien.
et où maintenant, les premières semaines, j'avais tendance à dire, bon, il doit sûrement comprendre mieux. Et là, maintenant, je suis là, non, c'est pas bon, tu peux faire mieux, et j'attends ça de toi. Euh, et je pense que c'est un peu aussi notre problème en tant que les gens jeunes qui embauchent des gens peut-être plus âgés que nous, d'oser dire non, genre ça c'est mes standards, et aussi de dire finalement il y a des choses, c'est des valeurs, il n'y a pas de juste ou de faux de comment programmer, mais de dire voilà, chez moi on fait comme ça, et je te demande de t'adapter. Euh, pour qu'on garde le contrôle, et ça c'est peut-être Ouais. encore un autre sujet dans le recrutement. Tu peux pas déléguer autant que tu en rêves, je pense. On a envie de dire, voilà, je peux complètement déléguer ce truc, la personne va s'occuper de ça, je lui donne juste la tâche et elle va juste coder le truc parfait, ça va être là. Et ça, pour moi, j'ai depuis longtemps réalisé que ça marche pas et que je dois toujours rester responsable du code. Et ça veut dire que je regarde le commit et je sais que s'il y a un truc qui est un peu pas bien fait et que j'ai envie de juste laisser passer, ça va me mordre plus tard et qu'il faut déjà à ce moment-là dire non, écoute, là, c'est pas juste, j'ai besoin que tu suives ces standards-là pour que ça marche. Euh, Ouais, complètement. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de niveaux de ça, quoi. Là, moi, par exemple, avec une personne, je suis au niveau, comme je dis, où tu regardes le commit et tu vérifies que les choses font du sens, éventuellement tu fais du feedback là-dessus, mais ça me convient. C'est différent de devoir quasiment tout refaire Voilà. de Bon, ça, zéro c'est le parce que la signe personne que a ça mal marche fait, pas, quoi. quoi, qu'il faut virer la personne. Ouais. C'est l'autre truc encore, j'ai l'impression, il y a un peu cette tendance à vouloir être un gentil manager. Et je trouve en tout cas, moi, en tant qu'employé, j'ai toujours adoré les managers qui sont honnêtes et durs, mais pas méchants, pas sadiques, mais honnêtes. Et dit non, là, j'attends plus de toi. Tu m'as dit vendredi, on est vendredi, what's going on? Euh, et, Ouais, enfin, comme moi personnellement, j'aime ces gens-là, j'essaye aussi de me comporter plus comme ça. Et j'ai l'impression que ça crée une bonne dynamique. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus aussi. Vu qu'on parle de management, ouais, comment être un bon manager, comment gérer ces gens qu'on recrute. Ouais, justement, moi, c'est aussi ce que j'essaie de comprendre. Alors moi, contrairement à toi, j'ai jamais vraiment été employé. J'ai été freelance pour des clients, mais c'est assez différent. Donc effectivement, j'ai pas de baseline d'avoir eu un boss et d'avoir vu les différentes manières de manager. Euh, j'ai eu des cours théoriques de management à l'école, bon, c'est ce que ça vaut, hein. Donc c'est vrai que moi, genre, en fait, je penche très souvent du côté justement le manager gentil qui se remet énormément en question et qui va prendre la faute sur lui souvent. Euh, ce qui me dérange pas fondamentalement, parce que c'est des valeurs que j'aime bien, mais je suis constamment en train de me battre un peu contre ça et de me dire non, là, c'était assez clair. Puis voilà, c'est vrai qu'au début, ça va faire ça va faire 2 ans, disons maintenant, que j'ai eu un petit peu cette expérience de management. Et bon, bah, mine de rien, je sens que je m'améliore en tant que manager sur certaines choses. Donc, de moins en moins, je me dis que la faute est sur moi, quoi. Après, ouais, justement, cette question de comment donner du feedback, comment expliquer les instructions et tout. C'est vrai que tu disais, c'est pas possible de complètement déléguer. Je serais curieux de savoir à quel point c'est vrai ou pas. Est-ce que si tu as quelqu'un vraiment très compétent, tu peux lui faire confiance les yeux fermés? Moi, j'ai l'impression de voir des petites améliorations vers ça petit à petit. Ça dépend des personnes, ça dépend de la tâche. Mais moi, j'ai l'impression de progresser vers ce point, quoi. Donc, ça me paraît théoriquement faisable. Après, c'est vrai que en tant que fondateur, tu as toujours besoin de surveiller tout ça, quoi. Ouais, c'est plutôt dans le sens que euh, bon, t'as plusieurs cas. T'as le cas où t'as quelqu'un de vraiment excellent à qui tu délègues un truc et tu regardes plus du tout, tu regardes juste le résultat final parce que tu fais confiance. Euh, mais ce que je voulais dire peut-être par déléguer, c'est que, en tout cas, moi, j'avais un peu cette tendance à me dire, la personne comprend ce que j'ai dans la tête et sait ce que je veux, Mm. et que du coup, j'ai pas besoin de tout vérifier enfin, je peux juste passer à autre chose. J'ai pas besoin de penser à ça et ça va, it will work out. Et ça marche jamais. Et même avec la personne extrêmement compétente avec laquelle je travaille, le problème va être l'inverse. Plutôt que tout d'un coup, je réalise qu'il va passer une heure, enfin une semaine à réécrire tout un encodeur de MP3, alors qu'il y a des API natives enfin, qu'il aurait pu simplifier la vie, mais que c'est juste que, et c'est à nouveau ma faute, c'est juste que moi, j'ai pas été clair en termes d'attente et de dire genre,
on priorise ce qui est facile et simple, on prend pas la tête à tout faire propre. Mais ça, c'est le bon des mauvais scénarios. Et le mauvais scénario, c'est là avec cette boîte où je dis, voilà, genre, résous juste ce truc-là. Et il va littéralement résoudre ça, mais sans vérifier en fait que ça détruit quelque chose d'autre dans le code parce qu'il a la flemme. Et que là, j'aurais aimé pouvoir faire confiance, mais je réalise non, c'est à moi de réaliser. Enfin, je suis responsable du code en tout, et c'est à moi de gérer ces choses-là et de réfléchir aux conséquences des tâches. Enfin, qu'on est les architectes toujours du système en tant que CTO en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est là où justement je désespère pas qu'un jour je puisse ne plus être l'architecte et avoir quelqu'un qui justement là j'ai une personne qui je lui demande de faire plein de changements et je vois qu'il surveille que je lui dis c'est pas n'importe quoi, il va pas se contenter de juste faire ce que je lui dis et que ça va Ouais. garder ça marche aussi. Donc c'est pas mal, c'est un pas vers ça. Et c'est marrant ce que tu dis, ça me faisait penser. En fait, pour moi, c'est évidemment. Ouais, en fait, évidemment, on se rend compte que les instructions, il faut qu'elles soient claires. Et ça, je trouve que c'est encore plus vrai dans notre ère de ChatGPT. Je pense qu'il faut dire merci de ChatGPT pour parce que ça aide souvent à se rendre compte que tu peux demander de faire quelque chose et en fait, il va faire quelque chose qui est ce que tu as demandé, mais après tu te rends compte qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as demandé ou quelque chose comme ça. Mhm. J'avais Ouais, vu un ouais. tweet, de je sais plus qui disait en gros, est-ce que ChatGPT va remplacer les développeurs? Et il disait le ChatGPT remplacera les développeurs le jour où les clients seront capables d'expliquer leurs besoins clairement. Donc, Ouais, et c'est ça. c'est vrai que voilà, enfin, on se rend compte en fait que les instructions elles sont hyper variables et effectivement, on peut pas attendre de quelqu'un qui lise dans notre tête ce qu'on veut quoi. Donc Ouais. ça, c'est toujours notre responsabilité de donner une instruction claire. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ChatGPT, ça nous forme tous à devenir des bons chefs de projet, comme ça, à donner des bonnes indications et des bonnes tâches. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Intéressant. Et du coup, virer les gens alors. Donc moi, j'ai dû virer une fois un cofondateur. Et on était une équipe de 4. Et ça, je crois que c'était le truc qui m'avait le plus stressé. Et ensuite, j'ai dû virer des freelances par-ci, par-là, mais ça, c'était moins intense. Et une fois, j'ai dû virer quelqu'un qu'on avait embauché, parce que c'était l'ami d'un des employés. Et ça, c'était aussi un peu délicat. Je vais juste raconter l'histoire du cofondateur parce que donc clairement il y avait des soucis et on réalisait enfin on bossait sur ce projet de CRM ensemble et lui il commence à développer son agence de plus en plus et était de moins en moins présent. Et on lui donnait des tâches, il ne les faisait pas et c'était le responsable du back-end et du coup une partie critique de l'application était gérée par lui. Et du coup ça n'avançait pas et voilà. Et je m'étais dit il faut qu'il parte. Mais je vais mettre à dos tout le reste de l'équipe, parce que je serais du coup le méchant qui essaye de le virer. Et puis finalement, on avait 50-50, donc je pouvais pas non plus. Enfin, il fallait qu'il soit viré. Enfin, il fallait que les gens soient d'accord. Euh, et j'en discutais avec lui. J'ai eu un appel, j'étais là, écoute, ça va pas. Enfin, on avait plusieurs appels. Un premier appel où je lui dis ça va pas, je te donne encore un mois pour essayer de résoudre les problèmes. Et après ce mois, je te dis ça va pas, bah, est-ce que tu peux s'il te plaît partir? Et lui il disait non, il n'a pas envie de partir, il a aussi participé, c'est son truc, il n'a pas envie de. Voilà. Et j'étais là, on va avoir un souci. Euh, et il me semble qu'au niveau des shares, je sais plus ce que j'avais, mais j'avais une de plus ou un truc comme ça. Disons, j'avais le pouvoir final, mais ce qui m'inquiétait, c'était la dynamique politique dans la boîte, du coup, avec les 3 autres personnes qui étaient encore là. Et du coup, j'ai eu un appel avec chacune de ces personnes pour leur dire, voilà, on a ces soucis, comme tu sais, et je vais lui demander de partir, est-ce que c'est OK pour toi? Et donc, j'ai fait un peu une petite manipulation, guillemets, de demander à tout le monde, est-ce que ça joue? Finalement, tout le monde était OK, et c'est-à-dire parce que les gens avaient réalisé aussi. Hein. Il n'y avait pas que moi qui était frustré. Euh, et ensuite, du coup, on a essayé enfin, je l'ai laissé partir sans le critiquer ou sans l'insulter, sans dire que c'était horrible, c'est merci beaucoup pour ta contribution, et puis on te tient évidemment au courant, etc., du progrès, etc. Euh, et lui, là, a encore essayé de faire un peu un coup, comme ça, de recontacter les autres pour dire c'est n'importe quoi, est-ce que c'est pas Nathan qui devrait partir, un truc comme ça.
Mais ouais, ça n'a pas vraiment marché. Euh, et puis ensuite, on a eu le prochain appel d'équipe sans lui. Et moi, je m'étais dit, ça va détruire toute l'ambiance, les gens vont... Enfin, ouais, il y a plus d'esprit d'équipe, enfin, on est devenu une sorte de guerre civile, un truc comme ça. Et en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Et finalement, Bah, enfin, c'est le calme après la tempête. ouais, voilà, non, puis la vie continue. Enfin, c'est rien de dramatique. Ok, une personne est partie, mais en plus, qui n'était pas un énorme contributeur au projet. Donc, enfin, je pense là où je Mhm. veux en venir avec ces histoires, c'est en fait, et ça s'est répété plusieurs fois, c'est on a tendance à surestimer la gravité de virer quelqu'un ou de qu'est-ce que ça va faire sur le reste de l'équipe, etc. Et en fait, tout va très bien, la vie continue. Et en fait, c'est pas du tout tant que ça un big deal. Et je pense que la seule chose à bien gérer, c'est juste la relation avec la personne. Il faut pas que ça devienne un ennemi. Mais pour les employés qui restent, c'est souvent. Enfin, en tout cas, j'ai encore jamais vu où c'était un drama. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Bah, ce qui est sûr, c'est que enfin, ça, c'est un peu, ça tombe sous le sens, mais il faut faire les choses respectueusement aussi. Euh, Ça, c'est obligé, peu importe la situation, mais virer quelqu'un, c'est pas anodin, donc il faut le faire bien. Mais effectivement, toi, tu as eu vraiment une situation très, avec une équipe, avec d'autres gens, donc très, on dit, où la personne était intégrée dans un écosystème, donc effectivement, il y a beaucoup de complications. D'où on en revient dans le choix de faire entrer quelqu'un comme cofondateur tôt dans un projet. Ça crée ces risques plus tard qui peuvent être bah, voilà, assez compliqués. Et là, toi, tu as pu t'en sortir parce que tu avais cette chair en plus, mais voilà, ça aurait peut-être été plus compliqué. Enfin, ça peut vraiment tuer un projet. Bah, d'ailleurs, c'est la raison numéro un qui tue les projets, c'est les discords entre les membres de l'équipe. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience avec une employée. Euh, et en fait, ça m'a vacciné. Et à partir de là, la plupart des personnes avec qui je travaillais en freelance, donc avec des conditions plus flexibles où on était un peu voilà, moins attachés les uns aux autres. On savait que on travaillait ensemble pour des durées qui étaient souvent fixées dans le temps et voilà, il y avait moins de problèmes. Mais c'est voilà, cette première expérience que j'ai eue donc assez tôt dans le projet où j'ai dû virer quelqu'un qui ne répondait pas aux attentes en fait. Euh, Ça a été hyper marquant pour moi parce que c'était une personne plus âgée que moi en plus. Donc, c'est la première fois que je me suis rendu compte de l'impact que tu as en fait sur, sur ton équipe en fait. Et, et pour moi, ça l'est toujours l'étape la plus difficile dans ce projet en fait, parce qu'il y a un côté humain qui est énorme. Bon après voilà, ça dépend des personnes. Moi, je fonctionne beaucoup sur l'empathie, donc j'avais beaucoup de mal à faire ça. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, ça a été une chose humainement super dure. Euh, mais, comme tu dis, voilà, c'est dur à faire humainement, mais ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise chose à faire. En général, si ton feeling c'est qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut le faire. Et après, après le projet continue et voilà. Souvent, quand tu as le feeling, c'est que c'est la bonne chose à faire. Euh, et moi, ce que je dis, c'est que ça a été dur et ça a été marquant. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de prendre en compte plus tôt dans mon processus, de voilà, quand je recrute quelqu'un, bien faire gaffe en fait, être encore plus vigilant au recrutement parce que je sais que derrière sinon on va y avoir cette étape difficile. Mais bah, c'est toi d'ailleurs qui m'avais aidé là-dessus. Hein. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Il faut savoir virer rapidement quand tu fais un mauvais recrutement, parce que sinon voilà, une personne, ça coûte énormément dans un projet, donc ça peut faire mal, quoi. Il y a aussi l'aspect, plus la personne reste longtemps, euh, bah, tu finis par t'habituer un peu à cette, j'ai envie de dire médiocrité, mais à cette personne qui devrait pas vraiment être là, mais qui l'est parce qu'on n'a pas eu le courage de dire stop. Et du coup, c'est aussi de plus en plus difficile parce que du coup, après 6 mois, tu peux pas lui reprocher d'être pas bien parce qu'elle fait pareil depuis 6 mois et du coup, ça sort de nulle part comme ça. Et on a aussi l'impression de devenir un peu comme ça, un peu volatile et juste non, aujourd'hui je t'aime pas et du coup je te vire. C'est juste que on a besoin de temps pour.
Ouais. pour oser faire ça. Ouais. D'autres dynamiques sociales encore, ou c'est quoi ouais, d'autres un peu de HR issues comme ça que tu as vécu ou qui seraient intéressantes à discuter? Je suis en train de réfléchir de mon côté aussi. Euh, Non, je pense que bah, c'est ma vision sur tout ça, c'est que c'est le plus dur dans un projet, que ce soit le recrutement, le management, voilà, savoir comment recruter une bonne personne, savoir après juger si tu as recruté une bonne personne, sinon être capable de prendre la décision de mettre fin à ça, euh, se préparer par rapport à ça, hein, donc tous les trucs de si jamais c'est un employé, mettre une période d'essai et être vraiment conscient qu'il y a une période d'essai, retester ça. Mais comme tu dis, enfin moi, dans toute mon expérience pour l'instant, qui n'est que au final à peu près 2 années de recrutement et management, j'ai pas eu, j'ai très rarement eu ce feeling de ah là j'ai fait un bon recrutement, là je sens que la personne elle apporte vraiment quelque chose au projet et il faut absolument que je la garde. ouais, Au mieux, j'avais quelqu'un où je me suis dit cette personne fait bien le boulot, ouais. euh, C'est déjà un bon début. je me sens ok de la garder. Ouais. 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 Donc j'ai pas cette baseline. Ouais. Et je pense que dans mon cas, il y a quand même eu beaucoup de chance aussi. Et bah, à nouveau, dans le recrutement international, je pense que enfin, là, les deux meilleurs recrutements que j'ai faits, c'était au Bangladesh et aux Philippines. Et je pense qu'il y a aussi une dynamique comment on appelle ça, d'arbitrage, où c'est des pays où il y a beaucoup moins d'entreprises qui peuvent embaucher. Et donc, ça fait que tu as quand même plein de gens extrêmement compétents et talentueux dans ces pays. Mais comme les Google, Amazon, etc., sont pas là pour les récupérer, et que les entreprises locales n'ont pas les mêmes pouvoirs financiers, on peut, nous, en tant qu'Européens, arriver et récupérer des perles qu'on ne pourrait jamais récupérer ailleurs. Euh, et du coup, les payer plus qu'ils seraient payés normalement, donc eux, ils sont extrêmement contents. Et nous, on récupère des gens qu'on ne pourrait jamais se payer en Suisse. Euh, et Oui, donc, parce ouais, ces gens, ils sont aussi disponibles en Suisse, hein. Mais c'est juste qu'ils coûtent voilà. 8 fois plus cher. Voilà. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu pas mal de fois cette expérience où bah, j'avais une personne junior en Suisse qui me coûtait super cher, donc j'avais quand même des attentes Ouais, qui étaient peut-être au-dessus de ce qu'on pouvait attendre d'une personne junior, alors que des personnes dans notre pays, que je payais beaucoup moins cher, avec c'est ça. plus d'expérience, donc étaient meilleures et j'avais moins d'attentes. Enfin, voilà, donc c'est le unfair advantage de Mm. recruter à l'étranger. Alors, on avait eu cette discussion de est-ce que c'est éthique ça? Euh, et je pense que c'est une question intéressante à se poser, mais où je vois pas de réponse évidente qui dirait que c'est pas éthique de faire ça, parce qu'au final, l'autre option, c'est de lever des fonds à San Francisco et de lever une équipe et de construire une société sur des promesses que je trouve pas forcément mieux. Donc, Ouais, et finalement, c'est en fonction, c'est une question de sa moralité ou de ses valeurs, soit, et je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Un autre sujet qui est intéressant, c'est négociation de salaire et employee benefits. En tout cas, moi, je sais qu'en tant qu'employé, ça a toujours été un sujet, ces négociations de salaire, ça a été un truc qui m'a toujours beaucoup stressé. Et du coup, du côté employeur, je m'attendais à aussi pas mal de dynamiques et j'ai été surpris à quel point, euh, enfin, on m'a très rarement fait des contre-propositions. J'ai à chaque fois juste proposé une somme et elle a, je crois, dans 95% des cas, été juste acceptée. Euh, et je serais curieux de savoir si tu as eu la même expérience et puis ouais, comment tu ouais. calcules les salaires, des choses comme ça. Ça, peut-être qu'on peut en discuter aussi. Moi, je sais qu'il y a un truc qui a toujours été important parce que du coup, en tant que startup, j'ai jamais eu beaucoup d'argent à dépenser. Euh, mais j'ai toujours essayé du coup, à défaut de payer en salaire, de toujours avoir des sortes de benefits intéressants. Typiquement, que tout le monde a One Password ou un abonnement à Headspace.
ou des trucs comme ça, des trucs qui financièrement te coûtent pas grand-chose, mais qui créent une dynamique d'équipe qui est surtout aussi importante dans un truc, dans une entreprise remote. Euh, ouais, ou des petits trucs comme ça, des attentions, entre guillemets, des petits bonus, ou un Spotify Premium. Ouais, des trucs comme ça, plutôt que de pouvoir offrir un bon Mhm. salaire pour donner au moins une impression Ouais. Et puis bon, ensuite, quand tu embauches aux Philippines ou au Bangladesh, tu peux te permettre de donner des super salaires. Et ce serait une autre question aussi. Est-ce qu'on donne des salaires suisses ou des salaires locaux? Mais ouais, commençons par négociation de Ouais. salaire. Bah alors moi aussi, tout le monde a à peu près accepté son salaire direct. Donc ça n'a jamais vraiment été vraiment une Ouais. étape vraiment importante du processus. Euh, Est-ce que tu essayes de mettre un comment... salaire plus bas en disant si jamais ils contre-proposent, ça va? Parce que moi, il me semble que j'ai fait un peu des calculs comme ça. Enfin, ouais. Ouais, je pense que je m'assieds. Alors en fait, j'essaie d'évaluer c'était quoi le salaire honnête. Donc pour ça, j'ai regardé plein de sites Ouais. qui font des moyennes de salaire qui peuvent être hyper différents. Donc Mm. déjà, c'est assez compliqué, mais bon, je peux faire une moyenne des moyennes. Et après, bah, je visais souvent la fourchette basse parce qu'on est une startup et parce que voilà, si la personne veut négocier, on peut monter un peu plus. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Hum, Que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Euh, alors la question de est-ce que il faudrait payer un salaire suisse quelqu'un qui n'est pas en Suisse, je sais pas si tu as une manière de répondre à ça. Bah, je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, on peut se permettre d'être gentil là-dessus. Euh, Après, sur les questions des bénéfices, je suis complètement d'accord. Moi, j'adore pouvoir offrir plein de choses qui coûtent pas trop. Mhm. Euh, et notamment toutes les décisions que j'ai dû prendre au niveau bon, combien jours de vacances tu donnes et tout ça, j'ai toujours mis au maximum Ouais. tous les trucs parce que bon, bah, ça c'est des trucs qui font plaisir. Et puis les bénéfices, les shares, les options, ça c'est pour moi c'est un indispensable. Alors au final, je l'ai jamais vraiment mis en place parce que les personnes ne sont pas assez restées assez longtemps et il y a un petit coût de mise en place de ça. Mais pour moi, c'est une chose obligatoire dans les startups hein, pour les personnes tôt dans le projet. Ah, intéressant. Parce que du coup, moi, j'ai eu une expérience avec ça où on avait la question des shares. Donc, c'était une dynamique qu'on était, personne n'était payé ou alors vraiment payé de manière très symbolique, quelques centaines d'euros par mois pour travailler à temps partiel. Euh, et du coup, j'avais un programme de shares super généreux avec l'optique de dire ça va motiver les gens à se sentir impliqués dans l'aventure, etc. Mais disons, mon expérience, ça a été que c'est tellement flou et vague l'idée de ce reward très longtemps dans le futur si la boîte devient quand même enfin, réussit super bien, euh, que ensuite j'ai complètement arrêté ça. Et en fait, de dire la motivation, elle vient quand même très, très principalement du salaire et que ça change, en tout cas dans mon expérience, ça change rien du tout de est-ce qu'ils ont des shares ou pas. En tout cas, des shares d'employés, tu vois, de quelques pourcents ou dixièmes de pourcents. Euh, ouais, ce qui est différent d'un cofondateur. Oui, voilà. Alors pour moi, ça peut pas du tout créer la motivation d'un cofondateur, ça c'est sûr, parce qu'effectivement, c'est trop petit, trop intangible. Mais par contre, si j'étais quelqu'un qui devait choisir si j'étais un développeur qui devait choisir entre bosser pour une GAFA ou bosser pour une startup, euh, je pense qu'il y a très peu de chances que j'arrive à une startup si il n'y a pas d'action, quoi. Parce que tu prends un risque en allant vers une startup, tu es payé moins. Donc pour moi, c'est quelque chose qui rentre en compte dans le calcul de ce que tu gagnes. Et c'est vrai que même si c'est abstrait, même si c'est plus tard, pour moi, c'est un peu la seule chose au niveau du calcul financier. Après, il y a des personnes qui vont plus ou moins mettre de valeur sur le côté fun et intéressant de bosser dans une startup. Au plus tôt c'est, au plus c'est intéressant en général de bosser là-dedans. Mais au niveau purement financier, ces options-là, c'est le seul moyen de rivaliser Ouais, avec des grosses boîtes. Et moi, je me sentirais mal si la startup commence à générer beaucoup de revenus et que les personnes qui sont venues tôt dans le projet n'en bénéficient pas ouais, mais de ça, cette tu peux manière. toujours ensuite, après coup, récompenser d'une manière ou d'une autre.
Mais encore, je suis d'accord avec toi, si c'est une méga startup qui lève des fonds, etc., et qui grandit super vite. Dans nos projets, par exemple, j'ai l'impression que si je donne des shares, c'est vraiment juste pour faire semblant, parce que tout le monde sait que ça va jamais être sur le Nasdaq, quoi. En tout cas, pour moi. Et qu'il n'y a pas du coup Non, de... mais t'as pas besoin de devenir public. Ça joue aussi quand tu revends ta boîte, hein. Ouais, mais justement, du coup, ce sera Enfin, en jamais tout des... cas, j'ai l'impression que si un jour je dois recruter quelqu'un à San Francisco, par exemple, j'aurais jamais quelqu'un si, si je lui parle pas de shares, quoi. Parce que c'est la norme. Et Ouais, c'est vrai. dans d'autres C'est pays, vrai. peut-être que c'est moins la norme. Ouais. Effectivement, c'est moins un problème. Mais alors, c'est plutôt une norme culturelle que je pense si vraiment tu fais le calcul mathématique, tu réalises finalement, ça représente pas tant que ça. Mais je serais curieux de faire, il faudrait faire un peu un exemple. Pour calculer. Ouais. Interesting. Très bien. Alors voilà, le tour d'horizon des questions euh, Ouais, RH, un salaire, sujet super recruter. complexe. Ouais, on a aussi touché à plein d'autres sujets à aborder la prochaine fois, typiquement co-founder versus solo founder. Puis d'autres questions Ouais. éthiques. Si un jour on veut partir dans les débats plus éthiques, on verra. Très bien, mot de la fin. J'y ai repensé quand on parlait de ces questions de est-ce que tu embauches quelqu'un ou est-ce que tu fais entrer dans ton équipe de fondateurs. Si je devais donner un conseil à quelqu'un quand même qui est un solo founder, donc c'est un peu une preview de nos discussions futures, mais c'est quand même bien d'avoir quelques personnes qui rejoignent l'équipe de cofondateurs pour plein de raisons qu'on pourra aborder plus tard. Euh, mais disons que voilà, je dirais que jusqu'à deux, trois personnes, et si tu trouves les bons profils, c'est quand même intéressant de les faire rentrer, malgré tout ce qu'on a dit, malgré les problèmes que ça crée, ça peut être intéressant de les faire rentrer. Après, tu passes un cap où, pour moi, il faut recruter plutôt que de faire entrer dans l'équipe. Mais on pourra développer ça avec Voilà, l'occasion. j'allais dire, moi je donnerais le conseil inverse. Non, en vrai, je te rejoins en théorie, mais je pense qu'en pratique, ça devient toujours trop vilain et compliqué et que ça crée des effets secondaires pénibles. Mais ça sera pour la prochaine fois. Très bien, on a lancé le thème et nos 20 auditeurs pourront se réjouir. Bon.